Bonsoir, chers toutes et chers tous. Comme prévu aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le module 2 par rapport à la gestion des projets communautaires. Donc, je ne vais pas revenir en détail dans ce que nous avons pu faire hier, mais nous avons commencé par voir ce que c'était que un projet et ce qui nous a permis de pouvoir voir les caractéristiques d'un projet. Nous avons dit qu'un projet possède un début, une fin, un objectif, un budget, des activités et des bénéficiaires. Bon, nous avons donné un exemple, hein, c'est la construction d'un forage qui est un projet. Et quand nous faisons ce projet-là, nous avons des choses des activités qui peuvent être réalisées. Le projet comprend l'identification du besoin. D'abord, il faut identifier le besoin, faire les études pour valider ce besoin-là, mobiliser les ressources, faire les travaux, faire le contrôle, c'est-à-dire le suivi des travaux, faire le suivi évaluation, et puis réceptionner l'ouvrage. Donc, en cela, nous sommes passés sur le projet communautaire. Nous avons vu qu'un projet communautaire est un projet conçu pour répondre à un besoin collectif identifié par la communauté ou avec la communauté. Donc, c'est un projet d'abord collectif, qui est pensé collectif. C'est un projet qui est identifié par la communauté, c'est que la communauté elle-même identifie ce projet, ou on identifie ce projet avec la communauté. Et les outils qu'on utilise pour pouvoir le faire, nous allons le voir dans ce module 2 de ce soir. Donc, nous avons essayé d'identifier un projet, quel projet, depuis qu'on laisse sa débuter. Ça peut être aussi un projet euh, de lutte contre le chômage des jeunes, le manque d'eau dans un village, dans un quartier, la déperdition scolaire dans une commune ou bien dans un département, les violences basées sur le genre dans une commune ou bien dans un département. Tous ces problèmes que je viens de citer euh, peuvent être érigés en problème communautaire, puisque ça touche les membres de la communauté et c'est un problème collectif. Donc, nous sommes revenus un peu aussi sur les caractéristiques d'un projet communautaire. Ce n'est pas exhaustif. Nous avons dit que, à part les caractéristiques d'un projet, ce qui caractérise, différencie fondamentalement le projet communautaire des projets classiques, c'est que l'objectif, je sais pas, l'objectif poursuivi, c'est de la recherche de l'intérêt collectif. Par contre, pour le projet classique, c'est souvent le profit. Profit, profit, profit is business. Profit, profit. Money, money, money. Donc, c'est pensé, projet classique est pensé comme une entreprise et l'entreprise n'a pas de bénéficiaires, l'entreprise a des clients. Par contre, le projet communautaire a des bénéficiaires et ces bénéficiaires sont les membres de la communauté. Ouais. Et souvent, on associe les membres de la communauté pour trouver des solutions, ou même participer à la mise en œuvre du projet. Ce qui n'est pas souvent le cas pour les projets classiques qui sont basés plus sur la rentabilité que sur l'amélioration des conditions de vie que poursuit un projet communautaire. Après, nous avons donné, sommes revenus sur quelques aspects de gestion d'un projet, suivi, évaluation, et je l'ai rappelé, le cabinet qui suppose cette formation gratuite auquel vous participez, un cabinet qui fait de la formation payante aussi, après la formation gratuite que nous donnons aux gens, puisque nous partons du postulat que c'est la connaissance, elle est universelle et il faut la partager et la recevoir aussi. Donc, nous partageons cette connaissance, mais nous formons aussi des gens qui veulent aller plus loin pour toutes les questions qui portent sur la gestion des projets, le suivi et évaluation des projets, l'évaluation des projets et bien d'autres aspects en gestion des projets. Et comme je le disais, certains aspects que on nous enseigne à l'école ne sont pas vraiment ce qu'il est. Et pour ceux qui auront la chance de pouvoir continuer les formations avec vous, nous allons découvrir tous ces modules-là sur la gestion des projets, le suivi et évaluation des projets communautaires, puisque nous sommes spécifiés sur les projets communautaires. Ce sont les projets les plus
je dirais pas les plus en vogue, mais c'est les projets qu'on trouve le plus que beaucoup de ONG trouvent et qui permettent de pouvoir être en contact avec la population, mettre en pratique ce que nous apprenons et avoir énormément de- d'expérience. Nous avons fait un tour sur le cycle de vie du projet. Nous avons vu la phase d'initiation, qu'est-ce que ça comporte, la planification, la phase de planification, la phase d'exécution, la phase de contrôle et clôture. Bon, voilà. Nous avons essayé aussi de faire une différenciation entre projet, activité et résultat, entre objectif, activité et indicateur. Et tous ces éléments-là seront approfondis dans les prochaines communications, formations que nous mettons à votre disposition. Nous avons aussi abordé la partie sur les parties prenantes qui est hum, très importante. Et bon, je n'en ai pas parlé hier, mais il y a un outil qu'on utilise souvent pour faire ces classifications. Et quand vous aurez la chance d'être avec nous pour les formations payantes, vous aurez à cet outil qui vous permet de ne pas faire d'erreur, de pouvoir bien réaliser la cartographie des parties prenantes d'un projet et de pouvoir expliquer le rôle de chaque projet. Il y a le juge des acteurs aussi qu'on utilise dans cette partie, la partie des parties prenantes. Voilà, bref. Bon, aujourd'hui, nous allons voir, je viens, je partage mon écran. Ça. Mhm. Je partage mon écran. OK. Aujourd'hui, nous avons l'analyse des besoins communautaires. Et quand on parle de besoin, on parle de problème. Qu'est-ce qu'on appelle besoin? Qu'est-ce qu'on n'entend pas problème? Qu'est-ce qu'on n'entend pas cause? Qu'est-ce qu'on n'entend pas conséquence? C'est ici et maintenant que nous allons parler de cela. Donc, qu'est-ce que l'objectif pédagogique, étant donné que je suis aussi enseignant, j'aime toujours commencer par l'objectif pédagogique, c'est important. L'objectif pédagogique, c'est de comprendre la notion de besoin et apprendre à identifier correctement des problèmes d'une communauté. Donc, à la fin de ce module, vous serez capable de pouvoir comprendre la notion de besoin et apprendre à identifier correctement des problèmes de la communauté. Je rappelle que pour tous ceux qui sont en ligne, ceux qui viendront, veuillez couper vos micros, vos vidéos, parce que si vous coupez les vidéos, ça vous permet de pouvoir avoir plus, une bonne qualité d'écoute et de vue. Mais maintenant, si vous mettez les vidéos, si vous n'avez pas une grande connexion Internet, ça va cracher. Bon, voilà. Donc, pourquoi analyser les besoins? C'est tout simplement parce que si on n'analyse pas bien les besoins de la population, on peut faire un mauvais diagnostic. Et un mauvais diagnostic conduit à un mauvais projet, tout simplement. Disons que, comme je l'ai dit hier, il y a des fois, bon, pour ceux qui ont l'expérience, il y a des fois où il y a des ONG qui ont l'argent. Bon, je dis, il y a des partenaires qui ont de l'argent et demandent à des ONG de pouvoir identifier un problème dans tel domaine qu'ils vont financer. Bon, vous savez, quand un ONG gagne un projet, c'est tout le personnel de l'ONG, c'est-à-dire du coordonnateur, bon, de l'équipe projet qui gagne un salaire, on recrute des gens. Voilà. Donc, tous les ONG sont à la poursuite de ces appels à projets-là, compétitifs. Donc, des fois, nonobstant, je dis, mais nonobstant les réels problèmes auxquels la population est confrontée, bon, ils disent que la population, waouh, coupez votre micro s'il vous plaît, coupez votre micro. Donc, nonobstant ces problèmes-là, on voit que
Il y a les ONG là, ils sont, bon, je dis, ils sont un peu malhonnêtes, c'est que des projets, les problèmes qui ont déjà trouvé des solutions, ils posent les mêmes problèmes pour avoir les ressources et pour donner les mêmes solutions comment dire, aux populations. Je prends un exemple, je l'ai mis ici. Où j'ai dit qu'il y a un problème de forage. Ah, il n'y a pas d'eau dans le village, oui, ils font les enquêtes, ils voient que, bon, oui, il n'y a pas d'eau. Quelle est la solution? Bon, dit que c'est juste une panne euh, du forage du moteur qui doit pomper l'eau pour que, bon, avec quelques milliers de francs, on puisse réparer la panne. C'est pas, en fait, ça va pas gagner, ça va pas gagner pour un projet de 10 millions, 15 millions, 20 millions. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que, bon, c'est parce qu'il n'y a pas de forage. Quand il n'y a pas de forage, donc les femmes marchent plus longtemps. Donc, ils montrent tout ça là. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils font des forages, peut-être au même endroit où il y avait des forages, alors que la population n'en a pas besoin. Donc, je veux dire cela parce que il y a deux aspects souvent que nous rencontrons. Le premier aspect, c'est que les besoins sont mal identifiés. Il y a un mauvais diagnostic par rapport aux besoins qui est réel, ou les besoins, on les connaît très bien, mais étant donné qu'on on a besoin d'un financement, donné que, bon, l'argent il y a là et le partenaire est chaud pour pouvoir régler le problème, mais si ce n'est pas un problème prioritaire, un problème que, bon, la population ne voit pas ça comme un truc prioritaire, on se dit qu'on peut pas laisser passer ces fonds-là. Et on essaie de monter un projet pour régler ce problème qui est pas un problème prioritaire. Donc, il se pose vraiment un problème d'analyse des besoins lorsque vous êtes dans un projet communautaire. C'est très important parce que c'est de ça que part vraiment la réussite de votre projet. Parce que si vous analysez l'environnement de votre communauté et vous arrivez à identifier le vrai besoin, la vraie problématique, et que vous arrivez à utiliser les outils pour l'identification et vous utilisez tout ce que l'on va voir maintenant, vous avez à faire 50% du chemin. Ce qui est sûr, c'est que quand le projet sera mis en œuvre avec les apports de la communauté, avec les solutions de la communauté va pouvoir utiliser ces solutions proposées. Les effets seront, comment dit-on, atteints. Vous aurez les effets projetés par le projet. Mais si vous ne faites pas bien l'identification de ce problème-là, de ces besoins, vous n'évaluez pas très bien le problème réel, bon, peut-être que vous allez construire des forages, mais la population n'a pas besoin de ça, en fait. Parce qu'elle elle se contentait déjà d'un forage, mais seulement que les pièces de rechange n'existent plus, et il faut changer le moteur de forage, il faut acheter une nouvelle pompe pour pouvoir pomper de l'eau. Et ça, elles ont besoin. Mais quand vous devez faire tourner une entreprise entre votre ONG, vous voyez qu'il faut prendre plus de fonds, il faut faire encore le forage. Donc, je dis ça parce que c'est du vécu, je partage mon expérience avec vous. Mais il faut faire très attention lorsque nous sommes dans le diagnostic des besoins, dans l'identification des problèmes de la communauté. Voilà, on parle de besoin, besoin. Qu'est-ce qu'on n'entend pas un besoin? Le besoin, c'est l'écart entre la situation actuelle et une situation souhaitée. Le besoin, c'est l'écart entre la situation actuelle et une situation souhaitée. J'ai donné l'exemple. La situation actuelle euh, dans le département, oui, dans la commune, c'est qu'il y a 30% d'enfants qui abandonnent l'école. Il y a une déperdition scolaire. Mais la situation souhaitée, ce que nous voulons, c'est que le taux d'abandon là puisse passer à moins de 5%. C'est-à-dire, si nous prenons 2026, actuellement, nous sommes à 30%. Mais pour nous, dans 5 ans, avec les actions que nous allons mener, les activités que nous allons faire, nous voulons que ce taux-là passe à moins de 5%, cela soit 4%.
3%, 2%, bien 1%, bien même zéro. Le besoin est donc la réduction des abandons scolaires. Donc, le besoin identifié là, c'est que l'écart entre la situation actuelle qui est de 30% et la situation souhaitée qui est de 15% est le besoin. C'est juste l'écart. Donc, ce que nous voulons, ce que vous appelez le besoin là, c'est l'écart entre les deux situations, tout simplement. Donc, de là, il y a d'autres notions qui suivent le besoin. Il y a d'autres notions qui suivent le besoin. Il y a le besoin, qui est ce qui manque, c'est-à-dire l'écart. Il y a le problème, qui est la situation négative observée. La situation négative observée, c'est les 30%. Il y a les causes. Souvent, on n'arrive pas à faire la différence entre problème, cause et conséquence. Il y a les gens qui, comment dit-on, ils mélangent ces trois choses-là. C'est pas les mêmes choses, en fait. Et j'ai pris la peine de voir développer, développer ça dans cette communication. Ouais. Souvent, ce que nous appelons cause, c'est les mots à l'origine du problème. C'est l'origine du problème. Quelles sont les choses qui ont amené le problème? Les conséquences, c'est lorsque les problèmes sont là, ce que ça a amené. C'est ça. Donc, il y a l'un qui est la base du problème. Il y a l'autre qui n'est juste que les effets du problème. Je donne un exemple. Vous avez un arbre. Vous avez, nos enfants disent, il y a l'arbre est trois parties. Il y a les racines, le tronc et les feuilles. Et les branches et feuilles, en tout cas. Donc, si on veut schématiser ça, on va dire quoi? On va dire que les causes sont les racines. Le problème central, le problème central, c'est le tronc et les feuillages, ou bien les feuilles, ou bien les branches, tout ce que vous voulez, c'est les conséquences. Voilà. Tel que schématisé. Et quand vous faites ça comme ça vous permet de pouvoir voir le lien de cause à effet, comme on le dit souvent. La cause a entraîné le problème a entraîné la conséquence. Donc ici, dans le diapo qui suit, euh, je fais cette distinction-là à travers un exemple pour que ce soit clair, parce que moi j'aime illustrer les, les concepts. Comme ça, la personne, même si elle ne garde pas totalement la définition, elle garde le concept. Et c'est ça qui est la chose qui fait la différence. Donc ici, j'ai proposé une situation observée. La situation observée ici, c'est que les femmes parcourent 5 km chaque jour pour chercher de l'eau potable. Les femmes parcourent 5 km chaque jour pour chercher de l'eau potable. Le besoin ici, c'est quoi? Le besoin, on a dit que c'est la situation initiale et la situation souhaitée. Donc, le besoin, c'est l'accès à une source d'eau potable. C'est que le besoin, c'est pouvoir trouver de l'eau potable. C'est ce qui manque. Si l'eau potable ne manquait pas, elle n'allait pas parcourir cette distance-là pour chercher de l'eau. Donc, ça, c'est le besoin. Le problème est la situation négative observée. Donc, comme on l'a dit, c'est la situation négative observée, c'est c'est de voir qu'est-ce qui ne va pas dans la situation que nous observons. C'est que les femmes doivent parcourir 5 km pour chercher de l'eau. C'est une difficulté. Là, on peut dire que le problème, c'est la difficulté d'accès à l'eau potable dans le village. C'est une difficulté. Juste pour prendre de l'eau pour boire, il faut faire 5 km. Ça, c'est le problème central.
Mais quelle est la cause de ce problème central? Quelles sont les causes? Les causes peuvent être le fait qu'il n'y ait pas de forage. Il y a quelqu'un qui a allumé son micro. Le- S'il vous plaît, coupez vos micros, s'il vous plaît. C'est important. Dès que vous venez, couper le micro. Donc, la première cause, c'est l'absence de forage. S'il y avait des forages à proximité, bon, elles n'auront pas la tâche de faire 5 kilomètres pour aller chercher de l'eau. L'autre, monsieur MK, demande MK, s'il vous plaît, coupez votre micro. Oh, d'accord, d'accord. C'est fait. Merci. Donc, l'autre chose, c'est que il peut y avoir des forages qui étaient là, mais seulement que, comme si les forages sont tombés en panne, comme l'exemple que j'avais donné en début euh, de communication. Donc, il y a le forage, mais le moteur du forage ne marche pas, ou bien les pièces ne sont pas en problème. Donc, ça peut être la cause du fait que les femmes repartent encore aller chercher de l'eau très loin. Donc, il y a aussi le manque de mobilisation communautaire. C'est que, avec cette difficulté d'aller chercher l'eau, de trouver de l'eau, c'est que peut-être qu'il y a un souci entre la communauté que les gens doivent se mettre ensemble pour trouver des solutions à ce manque d'eau. C'est l'une des causes. Bien, bien, puis il y avoir quelqu'un qui est une source d'eau là, mais qui refuse de partager avec les autres. Donc, c'est un travail qu'il faut faire pour identifier les causes du problème qu'on est en train d'observer, qu'on est en train de proposer. Et ce travail-là se fait pas une seule personne, mais avec peut-être l'ensemble de la communauté. Ça, on voit les outils qu'on utilise pour pouvoir identifier les causes, les conséquences. Là, on le voit. Mais il faut dire, pour faire ce travail, on n'est jamais seul. Parce que seul, on ne peut pas tout trouver. Pas trouver toutes les causes ni toutes les conséquences. Et c'est un travail où il faut lister tout ce qui nous paraît comme cause, tout ce qui paraît comme conséquence. Et qu'il faut faire la différence entre cause et conséquence pour pouvoir faire les deux groupes. Comme je l'ai dit, comme l'arbre, ses racines, le tronc d'arbre et le feuillage. La conséquence, c'est l'effet que le problème a sur la communauté. Le problème, c'est la difficulté d'accès à l'eau potable. Quel est son effet quand la population n'a pas a la difficulté à avoir accès à l'eau potable? Ça donne quoi? C'est ça les conséquences. Et les conséquences, ça peut être les maladies hydriques. Les maladies hydriques sont les maladies liées à l'eau, à son eau potable, en fait. C'est pas la diarrhée, ainsi de suite. Bref. Ça peut être aussi, ça peut entraîner de l'absentéisme scolaire. Je donne un simple cas. Le plus souvent, ce sont nos sœurs qui en pâtissent. Si la jeune fille doit aller puiser de l'eau chaque matin, loin, faire 5 kilomètres pour aller puiser de l'eau et revenir, ou rentrer tard de l'école et aller puiser faire 2 heures, 3 heures pour prendre de l'eau et revenir, ou convenir avec moi qu'elle ne peut plus être performante à l'école. Le soir, parce que quand elle revient avec de l'eau, elle doit pouvoir préparer. Après avoir préparé, elle doit manger. Et là, elle est déjà fatiguée pour étudier, pour faire ses exercices. Elle vient à l'école, elle n'a pas étudié, elle n'a pas fait ses exercices. Un, on la tape, bien. Maintenant, on tape plus les enfants, mais on la punit. Et deux, étant donné qu'elle n'a pas étudié, les retards scolaires ne l'accompagnent pas. À un moment donné, elle est découragée, les parents voient que, bon, il vaut mieux qu'elle reste à la maison que, voilà. Ouais. Mais est-ce que c'est sa faute? Non. C'est juste parce que les tâches recherche ont contribué au fait que, bon,
eh bien, elle n'a pas le temps de pouvoir donner ce qu'elle doit donner. Donc, c'est une des conséquences qui peut venir de l'absence d'eau potable. Il y a aussi le fait que l'une des conséquences, c'est que les pertes de temps pour les femmes. C'est que, comme je l'ai dit, si une femme, si n'est pas une jeune fille et c'est maman qui doit aller prendre l'eau, faire 2 heures chaque fois, le matin, bien le soir, revenir, vous voyez que c'est une perte de temps. Les 2 heures qu'elle peut utiliser, eh bien, elle peut la mettre dans l'éducation des enfants, par exemple, le fait de prendre soin, bien soin de la maison, le fait de boire utiliser cette période de temps pour faire une activité économique, et ainsi de suite. Ouais. Et l'autre conséquence, c'est la perte des activités économiques, ce qui est normal. Si tout l'effort doit être mis pour aller rechercher de l'eau, et quand maman n'est pas là, il n'y a personne qui soit là pour pouvoir la remplacer, pour vendre. Les clients vont venir. euh, Quand maman n'est pas là, non, bon, je vais passer. Il va chez une personne. Donc, tout ça là, c'est un travail qu'on fait ensemble avec la population. Bon, pas tout le monde, nous allons voir comment est-ce qu'on fait. Pour pouvoir identifier le problème, le besoin, le problème, les causes, les conséquences. Bon, comment identifier les problèmes maintenant? Je le disais avant, il y a des outils qu'on utilise pour pouvoir le faire. Et on peut identifier les problèmes à travers différentes sources. Il y a l'observation, il y a l'observation, il y a les réunions, il y a les enquêtes, les discussions de groupe, entretien. Bon, normalement, pour cette formation gratuite, je ne vais pas aller dans chaque détail, mais je l'ai fait parce que je sais que vous allez poser la question après. La différence. Donc, je l'ai fait. Je vais proposer la définition pour chaque outil et les avantages, les limites et quand est-ce qu'il faut l'utiliser. Donc, je l'ai fait. Bon, pour l'observation, c'est très simple, hein. L'observation, c'est une méthode qui consiste à regarder attentivement. Chez Suneza, regarder attentivement. Et là, on ne pose pas la question à quelqu'un, c'est nous-mêmes qui regardons. C'est nous-mêmes qui, Hmm. s'il vous plaît, Michel. Hmm. coupez vos micros, s'il vous plaît, si vous venez, coupez vos micros. David. Donc, comme je le disais, c'est une situation, c'est une méthode qui consiste à regarder attentivement une situation, un comportement ou un environnement afin de recueillir des informations sans interroger directement les personnes concernées. Donc, tu es là, tu fais ton boulot, tu n'interroges personne. Tu n'interroges personne. Tu regardes la situation, tu regardes le comportement, tu notes, tu prends tes notes, tu regardes l'environnement, tu prends tes notes. Je te donne un exemple. Vous souhaitez comprendre les problèmes d'assainissement dans un quartier. On l'a fait hier. Assainissement, les salubrités. Qu'est-ce que vous faites? Au lieu de poser les questions immédiatement, vous faites une tournée dans le quartier et vous constatez la présence des dépotoirs sauvages, des eaux usées dans les rues, l'absence de poubelles, des caniveaux bouchés. Ça, c'est les constats que vous faites. Vous voyez, vous regardez, vous notez. Quel est l'avantage de l'observation? L'observation, c'est simple à réaliser. Vous prenez plusieurs personnes, vous promenez avec votre calepin. Si possible, votre appareil photo pour photographier c'était constat que vous faites. Bon, vous n'avez pas besoin d'argent puisque c'est vous-même qui le faites. Bon, c'est peu coûteux. Ça permet de constater les faits réels. Ça permet de voir, de toucher du doigt les faits réels. Voilà. Cette limite, c'est que ça ne permet pas toujours de comprendre les causes. Vous voyez le problème, mais vous ne voyez pas les causes. Parce que vous n'avez pas posé la question à quelqu'un. Si dès que vous allez poser la question à quelqu'un, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des dépotoirs sauvages, pourquoi il y a les eaux usées sur le sol. Donc, l'autre limite aussi, c'est que ça peut être influencé par la perception de l'observateur. C'est que vous pouvez
vous, vous pouvez être sensible bon, à certains constats, comme vous pouvez ne pas être sensible. Je donne un exemple, c'est que si si vous-même, vous avez habité dans un quartier où euh, vous avez grandi dans un quartier où, bon, c'est aussi sale que le quartier que vous observez, bon, vous dites, bon, c'est pas des choses, c'est pas assez grave, mais bon, là où moi-même j'étais, c'était pas, voilà, vous voyez pas l'importance, quoi, c'est pas, vous ne mesurez pas, comment dit-on, quel est le mot je vais utiliser? Euh, L'ampleur du problème. Voilà. Vous ne voyez pas l'ampleur du problème. Parce que c'est influencé par votre perception des choses. Vous voyez que c'est pas grand. Puisque vous êtes habitué. Vous avez grandi dans un quartier où, bon, bon les déchets étaient cherchés sur le trottoir. Bon, voilà. Donc, si vous venez dans un quartier où vous devez travailler sur l'assainissement et vous voyez les mêmes conditions, vous dites, mais c'est pas aussi grave comme dit. Hein. Bon, et tout, voilà. Donc, Madame Victorine, veuillez couper votre micro, s'il vous plaît. Madame Victorine, OK. Bon, quand l'utiliser, on l'utilise au début d'un diagnostic communautaire. C'est lorsque on nous appelle, on dit, bon, il y a un problème. Hein. Donc, vous venez, vous commencez par observer, pour voir vraiment s'il y a vraiment un problème. C'est ça, au début du diagnostic. Le second, c'est l'enquête. L'enquête, je pense que tout le monde est habitué à l'enquête. L'enquête est une méthode de collecte d'informations auprès d'un nombre important de personnes à l'aide de questionnaires standardisés. Ah, je suis allé sur l'enquête, j'ai sauté la réunion. Bon, je vais revenir sur la réunion communautaire après. Ben, ça me semble bien que c'était pas l'enquête. Donc, l'enquête, c'est que, bon, vous faites un questionnaire et vous allez questionner les gens, tout simplement, par rapport au problème que vous avez identifié. Voilà. Donc, ici, vous souhaitez connaître les besoins en eau potable. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un questionnaire, vous allez interroger 200 ménages. La question que vous pouvez poser, c'est disposez-vous d'un point d'eau, oui ou non? Quelle est la distance parcourue pour vous? Est-ce que c'est 5 km, 2 km, 3 km, 10 km? Combien de temps consacrez-vous à la recherche d'eau? Est-ce que vous mettez 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps pour aller chercher de l'eau? Bon, les résultats que vous pouvez avoir, c'est que vous pouvez voir que, bon, moi j'ai proposé quelque chose là, hein, 80% des ménages n'ont pas accès à un forage. Ça, c'est des analyses que vous pouvez faire à partir d'un questionnaire basé sur l'identification des problèmes. Et vous pouvez aussi dire 60% des personnes parcourent 3 km pour aller chercher de l'eau. Donc, quel est l'avantage de l'enquête? C'est que vous avez des chiffres. Ce n'est pas des inventions. Vous avez des chiffres que vous pouvez utiliser pour renforcer votre diagnostic. Vous avez des chiffres. Deuxième chose, les résultats sont représentatifs puisque pour faire une enquête, comme on le dit, une enquête doit être appliquée à un échantillon. Oui, représentatif. Donc, vous identifiez les différentes strates de la population. Et à partir des différentes strates de la population, vous faites un taux de sondage. Et à partir d'un taux de sondage, vous faites un échantillon. Et voilà. Voilà. Et je pense que dans les paramètres, je n'ai pas. Prochainement, je vais régler cette histoire de micro là. Pour les gens pas dedans. Bon, voilà. Donc, avantage aussi, c'est ça facilite l'analyse statistique. Vous avez les chiffres. Donc, ce n'est pas de la spéculation, quoi. Vous avez les chiffres. Donc, voilà. Limite, c'est que vous devez avoir de l'argent pour faire des enquêtes. Ah oui, ah oui. Si vous n'êtes pas spécialiste dans la conception d'un questionnaire, vous devez engager quelqu'un. Il doit le faire pour vous. Histoire de micro là. S'il vous plaît, coupez vos micros, s'il vous plaît. Monsieur Florent Obossou,
Ah, wow. Excusez-moi, hein, je vais utiliser le temps qui est destiné à vous expliquer les choses pour pouvoir couper le micro, sinon vous n'aurez pas un bon rendu. Bon, j'essaie d'identifier celui qui a son micro ouvert. Je ne trouve pas. Je vais demander à tout le monde de vérifier son micro, que son micro est bien éteint. OK. OK. Donc, donc, je disais que pour pouvoir faire l'enquête, il faut avoir de l'argent parce qu'il faut engager les enquêteurs, euh, prendre un statisticien peut-être pour pouvoir traiter les données et faire des analyses. Voilà. Euh, Maintenant, il y a aussi le fait que il faut une préparation rigoureuse, comme je l'ai dit. Pour pouvoir faire l'enquête sur 200 ménages, il faut pouvoir faire euh, calculer le taux de sondage, c'est sur l'échantillonnage représentatif de la population. C'est une méthode rigoureuse qu'il faut utiliser pour pouvoir. Si vous n'utilisez pas une méthodologie rigoureuse telle que les tests et les documents le prescrivent, c'est que vous allez faire une enquête, mais elle ne pourra pas être jugée de pertinente. Quand est-ce qu'il faut faire l'enquête? C'est lorsqu'on veut mesurer l'ampleur d'un problème. C'est lorsqu'on veut mesurer l'ampleur d'un problème qu'on fait une enquête. Et l'ampleur d'un problème, ça se fait à travers les chiffres. Vous voyez, dans l'exemple que j'ai donné, on voit que 80% des ménages n'ont pas accès à quoi. Quand on dit 80%, donc, voilà. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Infinis 665. OK. Bon, où est-ce que j'en étais? Lorsqu'on veut mesurer l'ampleur du problème, comme je l'ai dit, vous pouvez constater un problème, mais si vous apportez un chiffre vérifié sur un problème, ça montre l'ampleur du problème. Ouais, quand on dit 80% des ménages n'ont pas accès à un forage, je dis ça à un partenaire technique financier, bailleur. Oh, c'est beaucoup. Il faut qu'on règle ce problème-là. Mais quand vous le dites, bon, vous savez, on a constaté que beaucoup de ménages n'ont pas accès à un forage. Il dit beaucoup, là, c'est combien? Quand vous dites beaucoup, là, ça vous dit combien? Ouais, non. S'il vous plaît, présentateur. Oui, L'écran, je ne sais pas si c'est mon écran qui a un souci, hein, mais je n'arrive pas à afficher tout. Parce que je n'arrive pas à voir tout ce que vous présentez, quoi. Vers le bas, ça ne s'affiche pas chez moi. Je ne sais pas si c'est mon écran qui a un souci ou comment. je ne sais Ou bien pas. c'est la même chez les autres. Chez moi, je reprends le partage, mais chez moi, j'ai tout l'écran, hein. Par exemple, chez moi, c'est après la dernière phrase, c'est quand utiliser. La suite, on ne voit plus. Ah, voilà. Bon, c'est que, je ne sais pas, hein. Moi, chez moi, ça. OK, d'accord. Laissez-moi voir. Laissez-moi voir. Laissez-moi voir. Ça,
Partage. Euh, Ça fait toujours le même problème. Ouais. Ouais. Quel est le problème, formateur? Ils ont dit qu'ils ne voient pas le bas. Quel Quand, bar? quand je mets ça en point écran, ils ne voient Oh, pas les... non, ça doit Quand, Je être pense corrigé. que c'est comme ça va se quand- présenter. Pardon? Je pense que la présentation se fait bien. Il n'y a pas de souci. C'est comme ça. Le test s'est arrêté là-bas. C'est C'est à leur c'est à son niveau. niveau. Ah, c'est à leur C'est niveau. à son Ok, niveau. d'accord. Tout compte fait? Par, par quand, exemple, par exemple, chez quand moi, présenté. la Oui? dernière phrase, la Oui. dernière phrase chez moi, c'est Oui. quand l'utiliser. C'est ça. Oui, S'il y a des c'est ça. écritures par la suite, on ne voit pas. À moins qu'il n'y a plus d'écriture par la suite. Non, il y a des écritures par la suite. Voilà. Donc, on Voilà, ne c'est voit ce que pas. le présentateur présente. C'est pour ça on pose la doléance. Quand vous dites qu'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de problème, on ne peut pas poser la doléance. Très bien. Ok, Merci. ce qui sera fait, je vais revoir la forme de la présentation et avant de balancer pour ceux qui... Mais la partie quand l'utiliser, c'est lorsqu'on veut mesurer l'ampleur du problème. C'est ce que j'ai expliqué en fait. Et si vous avez, comment dire, l'enquête vous permet d'avoir des chiffres et de pouvoir mettre, toucher le problème à travers des chiffres. Quand vous dites à un bailleur de fonds que nous avons des ménages qui n'ont pas accès à un forage, c'est vague comment dit-on, un bailleur. Mais quand vous dites 80%, ah, ça commence pas à l'intéresser. Coupez vos micros, s'il vous plaît, parce qu'il y a toujours un micro qui est ouvert. Donc, voilà ce que je voulais dire sur l'enquête. Maintenant, je reviens sur, je vais laisser la réunion communautaire. La réunion communautaire, c'est une réunion, c'est une rencontre organisée avec plusieurs personnes. Ah, franchement. Celui qui a infini ça, IS 600 et quelques là. Si vous ne coupez pas votre micro, on va vous retirer de. C'est quoi? OK, merci. La réunion est une rencontre organisée entre plusieurs personnes afin d'échanger des informations, d'identifier des problèmes ou de rechercher des solutions communes. Je mets l'accent sur entre plusieurs personnes. Et le but, c'est de pouvoir échanger des informations, c'est de pouvoir identifier les problèmes ou de rechercher les solutions communes. J'ai déjà donné un exemple pour illustrer cela. Le chef village convoque les femmes, les jeunes, les anciens, les leaders religieux, tout ce que vous voulez, les associations, tout, ils confondent ceux-là. Et il y a des questions qui leur sont posées. La question, une des questions, c'est quels sont les principaux problèmes de notre communauté? Bon, chacun va dire ce que lui voit comme problème. Les femmes vont dire le manque d'eau. Certaines personnes peuvent dire, les enseignants, par exemple, peuvent dire, il y a l'insalubrité. Les jeunes vont dire, ah, il n'y a pas de travail. Voilà ce qu'on appelle la rencontre communautaire. L'avantage, c'est que ça favorise la participation. C'est que vous écoutez la population. Vous dire, ah, de quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a un problème ici qu'on peut régler? Voilà. Donc, ce n'est pas vous qui venez avec votre, ah, je vois que vous avez ce problème. Non. C'est ce que l'observation fait.
L'observation, lui, il voit, il dit, ah, je vois qu'il y a tel problème. Non. La réunion communautaire touche du doigt les problèmes, pas un seul problème, les problèmes. Puisque ça regroupe plusieurs différents profils, c'est-à-dire les femmes, les jeunes, tout le monde, en fait. Donc, ça permet d'obtenir plusieurs points de vue et facilite une décision collective. Donc, quand chacun va dire manque d'eau, insalubrité, chômage des jeunes, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que il faut prioriser. Je nous donne le voir dans les derniers slides comment l'outil qu'on utilise pour prioriser. Et pour ceux qui veulent approfondir cela, on pourra le voir dans la formation payante. Mais il faut prioriser. Donc, il faut que ce groupe-là s'entende pour dire, bon, on met en un le manque d'eau, on met en deux l'instabilité, on met en trois. C'est ça le but d'une réunion communautaire. La limite, c'est que, dans le monde, quand on met beaucoup de gens ensemble, il y a d'autres qui savent parler. Ils parlent beaucoup. Ils vont, on prend leur main là. Ils peuvent faire 5 minutes, 10 minutes et parler. Dans le même groupe, il y a des gens qui sont timides. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Alors que ce qu'ils ont à dire là, c'est très important. Il y a d'autres là, ils lèvent toujours la main. Il lève toujours la main. C'est lui qui connaît tout, c'est lui qui. Bref, il faut savoir gérer ça. Quand on l'utilise pour identifier les préoccupations générales d'une communauté. C'est tout simplement ça. Donc, voilà la réunion communautaire. Donc, nous avons vu l'observation, nous venons de voir la réunion communautaire, nous avons déjà vu l'enquête. Nous passons à la discussion de groupe. Ce que les gens appellent souvent focus group. La discussion de groupe est une méthode qui consiste à réunir un petit groupe de personnes ayant des caractéristiques communes afin d'échanger sur un sujet précis sous la conduite d'un animateur. J'aimerais que vous fassiez, bon, je vais faire ça après, hein, mais j'aimerais que vous fassiez la différence entre la réunion communautaire et la discussion de groupe. Je vais revenir sur ça. Mais ici, vous devez voir déjà à travers la définition de focus group que on parle de réunir un petit groupe de personnes. Ça part. Alors qu'au niveau de la réunion, là, on n'a pas de petit groupe. On est un mélange, vous mettez tout le monde. Un petit groupe de personnes ayant des caractéristiques communes. C'est-à-dire, ce n'est plus chef village, jeunes, femmes, médecins, enseignants, tout ça, on met ensemble. Au niveau de la réunion, on peut faire ça. Mais au niveau focus group, on ne peut pas ça. Au niveau focus group, on prend les jeunes à part, on les interroge. On prend les femmes à part, on les interroge. On prend les anciens à part, on les interroge. C'est ça. Et là, le focus group est plus structuré, comme je vais dire. Parce que là, c'est un sujet. Il faut que le groupe va sur un sujet précis. La réunion communautaire ne va pas sur un sujet précis. Je vais revenir sur ça. J'ai fait un tableau de différenciation pour que vous soyez clair. Parce que les gens mélangent tout, tout et rien. Bon, il y a beaucoup de gestion de projet dans le pays maintenant. Des conneries là. Bon. Donc, comme je l'ai dit, à travers les hommes, vous réunissez 10 femmes de village et vous leur posez la question. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour accéder à l'eau potable? Comme je l'avais dit, dans la réunion là, les femmes parlent de l'eau. Ou bien, donc on extrait les femmes là, on vient les mettre là. On dit, bon, vous les femmes là, on va parler avec vous. On va parler de l'eau. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour avoir l'eau potable? Et là, elles vont parler, elles vont dire, il faut marcher beaucoup pour trouver l'eau. Et quand on trouve l'eau là-bas, là, il faut faire rang, il faut se battre. Hein? C'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Il y a les risques de santé. Ça veut dire que si moi, je ne veux pas me battre, je ne vais pas faire non-distance là. Je prends l'eau du marigot qui est là seulement. Ouais. Donc, quel est l'avantage du focus group? Focus group permet de comprendre les perceptions. De comprendre les perceptions.
de faire émerger des idées nouvelles, encourage les échanges. Il faut que le groupe dise pourquoi. Il prend un sujet précis, il dit pourquoi, il creuse le sujet jusqu'à bien cerner les causes, les conséquences, le fond. Voilà. La limite du photo groupe, c'est que les résultats ne sont pas représentatifs pour toute la population. Et c'est derrière ça. Vous vous souvenez qu'au niveau de la réunion communautaire, excusez-moi, au niveau de la réunion communautaire, c'était un mélange. Chacun allait dans son choix. Ouais et non. Donc, est-ce que, en faisant un focus group, est-ce que ce que les femmes ont dit là, les 10 femmes ont dit, est-ce qu'on peut l'appliquer à toutes les femmes? Est-ce qu'on peut dire que c'est la réponse de toutes les femmes? Non. On ne peut pas faire de l'influence statistique avec un focus group, ce n'est pas possible. Bon, l'influence statistique, c'est le fait de, je ne sais pas comment je vais l'expliquer. Bon. C'est le fait je sais pas, de prendre les données d'une enquête représentative et de pouvoir dire que ça reflète ce que la population dans l'ensemble pense, quoi, en fait. C'est ce qu'on appelle influence. Bon, voilà. Donc, les limites, les résultats ne sont pas représentatifs de toute la population. Risque d'influence entre participants. Et c'est ce que je dis, les risques d'influence, c'est très bien. Parce que même dans les petits groupes de femmes que vous interrogez, il y a d'autres personnes qui ont de l'aura, qu'on appelle les gens pas de l'aura maintenant, qui ont de l'envergure. Quand, tu vois, quand elles répondent à la question, eh bien, elles répondent tellement bien que ça inhibe les autres, quoi. Les autres n'ont plus quoi dire, ne savent plus quoi dire et ne veulent pas aller contre elles parce que, bon, c'est elle la plus, je sais pas moi, la plus, je sais pas, la plus représentative, la plus belle, la plus séduisante, la plus, je sais pas. Voilà. Donc, si celui qui conduit le focus group ne fait pas attention, c'est que les autres auront de belles idées, auront de beaux commentaires à faire, mais comme c'est qui est là, qui a la parole, qui parle bien, voilà, elle va inhiber les autres. Donc, il faut vraiment faire attention pour que les risques d'influence entre les participants ne puissent pas empiéter sur le résultat du focus group. Quand on l'utilise pour comprendre les opinions, les attitudes, les expériences des populations. Voilà. Enfin, je finis par l'entretien. L'entretien, c'est une conversation structurée ou semi-structurée entre enquêteur et une personne de ressources. Bon, structuré, c'est quand, voilà, vous avez un rendez-vous, c'est bien écrit, c'est qu'il y a le questionnaire. Semi-structuré, c'est que, bon, on va partir beaucoup sur plusieurs choses. Voilà, un peu ça. Donc, vous interviewez le chef village, on peut prendre le chef village et dire, bon, chef CV, on est venu te voir, directeur d'école, on est venu te voir, chef, l'infirmier, on est venu te voir. Selon toi, quelles sont les principales causes de l'abandon scolaire dans la communauté? Donc c'est plus un focus group. Un focus group, c'est 6, 5 ou plus de personnes. Pourquoi? Mais l'interview, l'entretien, c'est le B2B direct. Et on note. L'avantage, c'est que nous avons des informations détaillées. Possibilité d'approfondir les réponses. Oui, parce que quand il donne une réponse, vous avez la possibilité de le relancer sur la même réponse et creuser. Permet de recueillir l'avis d'experts ou de leaders. Ouais. Ouais. Souvent, dans les enquêtes, il y a toujours des personnes ressources, on les appelle des personnes ressources. On va les voir et on discute avec eux à bâton rompu à travers un guide d'entretien. Voilà, on le fait, ça marche bien. Quand l'utiliser pour obtenir des informations approfondies auprès des personnes clés. Ouais. Vous êtes sur un sujet, vous voyez que, bon, j'ai déjà presque toutes les informations, mais je veux l'avis de ceux qui sont les leaders communautaires, leaders locaux, pour affiner mon analyse. On va les voir. Voilà. Différents entre réunions et la discussion de groupe. Je l'ai déjà dit, la réunion communautaire, c'est un foutu. Ça prend beaucoup de chance. Essayer à avoir une vision large de la situation et permet de savoir quels sont les principaux problèmes, quelles sont les priorités perçues par les communautés, quels acteurs sont concernés. Il faut que Bruce voit en profondeur. Il prend, parmi les principaux problèmes, là, il prend un problème
Ouais, il sert à aller d'un problème, d'un problème. L'autre permet d'aller sur les principaux problèmes. Mais il faut que vous fassiez un seul problème. Et bien, de comprendre les causes réelles, les perceptions, les comportements, les freins, les besoins spécifiques. Donc, voilà. J'ai fait un tableau ici. C'est tout ce que j'avais dit avant qui est dans le tableau. Donc, quand vous aurez le support, ce serait top. Mais il est important de nous rappeler que aucune méthode ne suffit à elle seule. Donc, pour un bon diagnostic communautaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut combiner généralement plusieurs méthodes. On peut faire de l'observation du terrain avec les revenus communautaires. On peut partir des revenus communautaires pour faire des focus sur discussion, focus group. Et on peut finir avec soit un entretien, soit une enquête. Maintenant, vous avez besoin des enquêtes lorsque vous avez besoin de données chiffrées. Souvent, pour un diagnostic, il faut forcément des données chiffrées. Donc, c'est cette combinaison qui permet d'identifier correctement les besoins de concevoir un projet communautaire pertinent. Bon, définition d'un diagnostic communautaire, on l'a commencé par le dire, c'est un processus permettant de comprendre une situation avant d'agir. Tout simplement. Donc, le diagnostic communautaire, c'est tout ce qu'on a vu comme méthode, qu'on utilise pour pouvoir identifier et comprendre le problème avant de dire on veut proposer telle solution, on veut faire ci, on veut faire ça. Donc, ce qui est sûr, aucun bailleur sérieux ne finance un projet sans diagnostic préalable. Donc, si vous ne faites pas un diagnostic, et pour faire un diagnostic, il faut passer par un outil diagnostic participatif qui est là-bas problème. Là-bas problème, euh, le directeur est là. Là-bas problème à lui seul pour aller à la théorie du changement. C'est une formation de- d'un mois, quoi. À raison de deux séances par semaine, de 2 heures. Donc, si vous êtes intéressé, on pourra faire une formation sur ça, sur la gestion du projet, la conception même du projet. Parce que là-bas problème, c'est vraiment la conception du projet. Ça part de la conception du projet. Ouais, ça part de la conception du projet. Et ça permet d'identifier, comme je l'ai dit, les racines, c'est-à-dire les causes, le problème central et les fréquences. C'est d'ailleurs pour ça qu'on lui donne le nom de ABA problème. Ouais, donc, si je peux donner un exemple, l'outil de diagnostic participatif le plus utilisé, c'est l'ABA problème. Et à travers un exemple très clair, euh, si nous prenons le problème central qui est la déperdition scolaire, nous avons déjà vu les causes, c'est la propriété, le manque de fourniture, l'éloignement de l'école. La conséquence, c'est l'analphabétisme. Les enfants, ils connaissent rien. Ils ne peuvent pas lire, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils sont analphabètes. Ouais. Donc, l'autre conséquence aussi, ça peut être le chômage et qui peut entraîner de la pauvreté. Donc, ouais, comment est-ce qu'on a essayé de classer les causes, les conséquences du problème central? Tout ça, ça se fait à partir de la problème. Et dès que nous avons la problème, nous passons à la solution. Et à partir de la solution, nous arrivons à pouvoir partir de la solution pour atterrir sur la théorie des changements. Donc, si vous voulez vous démarquer par rapport à la gestion des projets, je dirais même, quand on dit gestion des projets, c'est un peu, je dirais même à la conception même. Parce que beaucoup de gens sont des gestionnaires, mais le plus important, c'est de concevoir le projet. Si vous concevez le projet, c'est très facile de pouvoir gérer le projet. Encore que celui qui doit gérer le projet doit retourner dans la conception du projet pour voir s'il a la théorie du changement très bien faite. Il a réussi, je dirais, 50% de la gestion du projet qu'il a fait. Parce que s'il ne comprend pas très bien la théorie du changement qui montre l'essence même, le diagnostic même du projet, la problématique, les chiffres, le cheminement utilisé pour pouvoir aboutir, comment dit-on, à l'effet.
qu'on doit observer et à l'impact, bon, il va gérer le projet, il n'aura pas de résultat. Donc, nous venons sur voilà, l'avant-dernier slide, la priorisation des besoins. Comme je l'avais dit, dans l'étude de réunion communautaire, là, il y a beaucoup de besoins. Oui, monsieur Goudot, j'ai vu votre main, mais je Oui, n'ai pas fini. oui, Laisse-moi vraiment, vous finir. n'avez pas fini. C'est par rapport au concept hardware problème là. Oui. Vous avez dit, bon, moi j'aurais souhaité que vous essayiez d'en parler un peu plus, puisque selon moi, ça, c'est la base même de la conception d'un projet. Parce que c'est à partir de cette analyse qu'on pourra identifier quelle activité mener, qu'est-ce qu'il faut faire, et tout et tout. Ça serait vraiment un avantage pour nous de nous expliquer un peu. Merci. Euh, un instant, monsieur Goudot, votre procuration est prise en compte. Un instant. Bon, monsieur Goudot, j'ai compris votre préoccupation, hein, mais comme je vous l'ai dit, c'est une formation gratuite et on n'a pas prévu parler de là-bas à problème dans cette formation. Et comme je vous l'ai dit, quand on veut faire quelque chose, on le fait très bien. Je vous l'ai dit, pour parler de là-bas problème, ce n'est pas une séance, ce n'est pas deux séances, ce n'est pas un module, ce n'est pas deux modules. Donc, au risque de pouvoir ne pas faire ce qui doit être fait en bonne et due forme, je n'ai pas voulu aborder ça. Je n'ai pas voulu aborder ça. Mais je suis conscient qu'avec les outils que vous trouvez sur le net, vous pouvez valablement faire de la recherche et pouvoir trouver cela. Et comme je le dis, pour ceux qui sont vraiment intéressés et pour approfondir le concept de là-bas problème, là-bas solution et de l'atelier de changement, c'est un concept, si vous le voyez pour ceux qui font des formations, c'est une étude de 1 mois qu'on vous apprend. Pour la formation que moi j'ai fait au Sénégal, j'ai payé et c'est 1 mois. Et vous avez tout. Ouais, donc, c'est pas un contexte qu'on peut, en un seul module, élucider pour que les gens puissent comprendre, parce que c'est vraiment le cœur, mais comme vous le dites, c'est vraiment le cœur même de la conception du projet. Donc, le fait de dire et de venir ici en un module, si les choses, les gens vont pas comprendre, et ça ira dans tous les sens. Donc, pour ceux qui veulent, sont intéressés, il y a une formation payante par rapport à ça. Donc, mais c'est pas prévu pour qu'on puisse le faire ici. Je vois la main du directeur. Ça, oui, monsieur le directeur, allez-y. Oui, merci beaucoup, cher formateur, et merci à tous les participants. Je suis Olivier Sadoko et je me rappelle que je suis expert en gestion de projet et programme. Donc, ce que le formateur est en train de dire, c'est très pertinent. Si nous avons organisé cette formation gratuite, c'est pour montrer aux gens l'importance vraiment de la formation en gestion de projets communautaires. Donc, nous ne pouvons pas dire au formateur d'aborder cette partie telle qu'il a déjà dit, une séance, c'est pas en une séance ou deux séances. Vous voyez, nous allons laisser ça dans le groupe à ceux-là qui veulent vraiment approfondir leurs connaissances et qui veulent faire le chemin avec nous, avec une formation payante. Et je vous remercie. Merci beaucoup, cher formateur. Ok, bon, j'étais sur quoi? J'étais sur la priorisation des besoins. Comme je le disais, quand vous faites la réunion communautaire, même l'observation ne peut pas vous permettre de pouvoir toucher tous les problèmes que la communauté, euh, comment dit-on, subit et rencontre. Donc, la réunion communautaire vous permet de pouvoir leur poser la question, quels sont vos problèmes? Et ici, mais ce qui est sûr, vous ne pouvez pas régler tous les problèmes. Pour un seul projet, il ne peut pas régler tous les problèmes.
Ce sera possible. Donc, il faut des critères qui permettent de pouvoir faire une priorisation de ces problèmes-là. Et pour faire la priorisation des problèmes, des besoins, c'est que on utilise la matrice de priorisation. Et je vous ai donné un peu les quatre colonnes qu'on utilise pour la matrice de priorisation à travers des critères. Le premier critère, c'est la gravité du problème. Le second critère, c'est le nombre de personnes touchées. Le quatrième, c'est l'urgence. Et, comment dit-on, pour le critère, nombre de personnes d'urgence et faisabilité. Bon, ici, je n'ai pas mis le nombre de personnes touchées, mais on peut ajouter toujours le nombre de personnes touchées. Donc, c'est avec cette matrice-là qu'on essaie d'hiérarchiser les problèmes. Quand nous voyons que les gens, l'eau, la disponibilité de l'eau cause est plus grave en termes de, de conséquences que le chômage. On ne dira pas que le chômage n'est pas un problème grave, mais l'eau, c'est source de vie. Ouais. Sans l'eau, personne ne peut faire quoi que ce soit. Ni se laver, ni cuisiner. Voilà. Ouais. Et vous voyez que l'eau cause des maladies. Ouais. Donc, avec la colonne problème, on peut aligner les trucs là, hein. Attendez, je viens. Euh, voilà, on peut mettre le manque d'eau, l'instabilité, le chômage des jeunes. Les trois problèmes-là. Ouais. Si on met les trois problèmes-là, à la discussion avec eux, on doit ressortir de là la gravité. Comme je l'ai dit, la priorisation des besoins se fait toujours avec les populations. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas de projet communautaire. Le projet communautaire est un projet qui est conçu par, identifié par les populations, bon, la communauté ou avec la communauté. Donc, rien ne se fait sans la communauté. Donc, il y a la gravité, il y a l'urgence. Vous savez, un problème peut être grave, mais peut ne pas être urgent. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Quand je prends, par exemple, le chômage des jeunes, c'est un problème grave, hein. Mais si vous le prenez en termes d'urgence, avec l'insalubrité et la disponibilité de l'eau, vous voyez que ça passe en troisième position en termes d'urgence. Même chose, quand vous prenez euh, le manque d'eau avec l'insalubrité, qu'est-ce qui est le plus grave? C'est le manque d'eau. Parce que, comme je dis, l'eau, c'est source de vie. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on hiérarchise les problèmes. Et à la fin, le problème qui aurait plus de gravité, plus d'urgence, plus de faisabilité, c'est ça qu'on retient. Mais pour vous le dire, c'est rare qu'il y ait un problème qui, je sais pas, coche toutes les cases, quoi, en fait. C'est rare. Mais la documentation, les livres disent que c'est celui qui coche le plus de gravité, plus d'urgence, plus de faisabilité. Donc maintenant, si vous voyez que le problème est grave et plus urgent et, et, et que ce n'est pas faisable, ça c'est un autre problème. Donc, il faut pouvoir trouver d'autres pénalités. Pourquoi est-ce que ce n'est pas faisable? Qui est-ce qu'on peut toucher pour que ça soit faisable? Ouais. Donc, je pense qu'on puisse trouver des moyens pour pouvoir contourner. Parce que quand c'est grave et c'est urgent, il faut forcément trouver des solutions pour que, comment dit-on, que ce soit un projet qui est pris en compte. Donc, pour finir, je ne sais pas si on aura le temps de pouvoir le faire, mais c'est un exercice que je voulais partager avec vous. C'est que vous serez amené à pouvoir identifier un problème, à, je dirais, à citer ses causes et ses conséquences.
Vous identifiez, vous regardez dans votre commune, dans votre quartier, un problème, et vous arrivez, peut-être vous pouvez questionner sur votre échantillon vos soeurs, votre père, votre mère, si vous en avez toujours encore envie, les soeurs et frères, les amis du quartier, pour identifier les causes. Comme je l'ai dit, pour faire ce travail, on n'est pas seul. Oui, nous sommes gestionnaires de projet. Oui, nous sommes suivis évaluateurs. Oui, ça veut Ok. rien dire. Donc, Veuillez éteindre vos micros, s'il vous plaît. Donc, c'est l'exercice pratique que je vous propose. Demain, si vous avez, on va commencer par là. On va commencer par cet exercice pratique. Si vous avez eu le temps de pouvoir le faire, on va prendre deux ou trois personnes qui vont nous exposer le problème, les causes et les conséquences, et on va arbitrer ensemble avant de faire le troisième module. OK, merci beaucoup pour l'écoute. Je vous, je, je vous renvoie la balle pour avoir les questions et je fais un plaisir de pouvoir répondre à à vos questions. Je voulais, pour que ça ne puisse pas aller dans tous les sens, il y a beaucoup de gens qui ont levé la main, mais sans savoir qu'ils ont levé la main. Ça fait que quand on les appelle plusieurs fois, ils ne décrochent pas. Donc, je voulais que nous faisions attention. Si vous levez la main, soyons attentifs lorsqu'on appelle votre nom, que vous puissiez lever la main. Et comme M. Kazim l'a dit hier, je ne sais pas s'il est là, euh, ce qu'on va faire, les gens qui ont infini et tout ça là, franchement, c'est un peu difficile de pouvoir, comment on appelle leur nom. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent même pas que leur portable c'est infini, ça, telle chose. Donc, euh, oui, un problème peut être grave sans pouvoir être urgent. Et j'ai dit ça. Et j'ai donné l'exemple Ça avance. dans le chat. Ok. S'il vous Beaucoup plaît, de courage. s'il vous Ça plaît, parle. coupez le son, coupez le D'accord. son. Oui, nous allons commencer avec monsieur. Laissez-moi prendre de quoi noter pour. Monsieur Asigbe euh, Mibonzi. Parce que j'ai ici, j'écorche le nom. Hein. Ok, merci beaucoup, monsieur le formateur. C'est Assibé, je suis au Togo. Ah, Asigbe. Euh, oui, j'ai deux préoccupations. La première, c'est par rapport aux méthodes d'identification des problèmes. Comment se fera la combinaison de ces cinq méthodes? Est-ce que ça sera avec la même cible, c'est-à-dire avec la même population, ou bien on va différencier un peu la population concernée? Parce que vu les cinq méthodes, ils ont des limites, ils ont leurs avantages. Et Oui, ce ne sont pas les mêmes limites, ce ne sont pas les mêmes avantages. Comment on peut combiner les cinq pour faire un bon diagnostic communautaire? L'autre souci, c'est par rapport à la priorisation des problèmes, aux critères de priorisation des problèmes. mhm. Je ne sais pas trop. L'urgence à votre niveau, je voulais voir si c'est la même chose comme l'empereur, si c'est la même signification comme un empereur. S'il vous plaît, l'urgence, c'est. J'ai pas bien entendu cette partie. Si ça signifie encore l'empereur du problème, Si ça suffit. c'est-à-dire l'importance du problème. À l'importance du problème. Oui, Important. OK. merci beaucoup, monsieur le formateur. Ok. Merci. Euh, Infinis. Il y a coordinateur, il y a Infinis qui ont des micros ouverts. Oui, monsieur Goudot, allez-y. Euh, Merci au présentateur.
peut-être ma question, mon inquiétude serait déjà prise en compte puisque j'étais un peu en retard à la séance. Euh, Ma question, c'est en rapport euh, aux problèmes identifiés. Bon, nous savons que pour la conception d'un projet, on part d'une identification ou bien d'un constat d'un problème Mhm. et on conçoit, on fait le projet en conséquence. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que si on n'a pas pu faire une étude et que ça soit une observation simple ou bien à partir d'une donnée statistique d'un service, est-ce que nous pouvons construire notre projet à partir de ces exemples ou bien de ces résultats? Est-ce que c'est possible? Puisque ce que je sais aussi, si dans le cas où nous devons chercher les partenaires financiers, il va falloir que tu démontres ton projet et prouver son importance dans une communauté et tout. Donc, je voudrais voir si nous pouvons nous baser sur un résultat ou bien une donnée d'un service simplement pour faire notre projet. Merci. Bon, merci, Monsieur Kudo. Et la première préoccupation, c'était quoi, concrètement, en fait? Quand j'ai suivi, mais je n'ai pas compris quelle est la préoccupation? Oui, la préoccupation, c'est que si par exemple je veux faire un projet, Oui, il faut que j'arrive à démontrer ou bien à faire sortir le problème pour lequel je veux faire le projet. oui, Voilà. Donc, quelquefois, soit faute de moyens ou bien faute de ressources, oui. on n'arrive pas à faire une étude, à faire une enquête et tout, et on peut peut-être utiliser euh, une situation d'un service. Est-ce que c'est possible comme ça? Est-ce qu'on peut Un le faire service, comme je n'ai pas ça? compris. Une situation d'un service. Ça veut dire quoi? Une étude, c'est ça? Oui, une étude ou bien une donnée, un résultat d'un service disponible. OK. D'accord, d'accord. OK. Monsieur, voilà. J'avais dit que je n'allais pas prendre les Samsung, hein. Celui qui a levé la main, qui est Samsung SM là. Il se reconnaît? Samsung SM AO065M. Vous avez la parole, si vous reconnaissez. Ah, il a baissé la main. Bon, monsieur non, il n'a pas baissé de. Ah, oui. Donc, je commence par Samsung est encore revenu. Oui, monsieur, vous avez levé la main, mais madame, vous avez levé la main. Oui, bonjour monsieur. Oui, c'est monsieur? Oui, c'est monsieur. D'accord, ok. Et je tiens à vous saluer d'abord et je suis haïtien et je suis très volontiers de faire partie de cette grande formation d'aujourd'hui. Et la raison pour laquelle je baisse ma main, c'est parce que ma question est attribuée directement avec la question précédemment posée. C'est la raison pour laquelle Ok, je ne pose pas ok, ma question, d'accord? ok, ok. Merci beaucoup. Je vais répondre à ça. Euh, Ok. Donc, pour cette première série de. Il y a encore une mais non. Pour cette première série de, de questions, je commence par d'abord Monsieur Assibi, qui a dit comment est-ce qu'il faut combiner les cinq. Non, vous n'avez pas besoin de combiner les cinq. Vous devez savoir ce que vous voulez en fait. Le plus souvent pour les projets communautaires, euh, soit on fait deux ou bien on fait trois. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand vous voyez, bon, il y a certaines personnes qui ont dit qu'ils n'ont pas pu lire, c'est que j'ai partagé, je dis à chaque fois à quel moment on peut utiliser ces méthodes. Ouais, par exemple, quand je reviens, euh, voilà.
Ici, par exemple, quand on prend de l'observation, c'est que vous faites vous utilisez la méthode d'observation au début du diagnostic. C'est que vous circulez dans, c'est comme ce que je vous ai demandé comme ici. Vous circulez dans le quartier pour voir quels sont ce que vous faites comme constat de dysfonctionnement qui peut amener la communauté à pouvoir, qu'il y ait un problème qui touche la communauté. Bon, voilà. C'est tout simplement ça. L'observation. Ouais. Maintenant, si vous avez déjà un problème qui est prépondérant et vous voyez déjà que dans vos oreilles, chaque fois on parle de ce problème, chaque fois on a ce problème, vous n'avez plus besoin de faire l'observation. Par exemple, si la plupart des sujets tournent autour de l'eau dans le quartier, est-ce que vous avez encore besoin de faire le tour des ménages pour dire que vous voulez voir? Non? Donc, ça veut dire que l'un des problèmes qui touche la communauté là, c'est trivial, c'est l'accès à l'eau, par exemple, bien l'accès aux latrines, par exemple, si on peut parler des latrines. Ouais. Donc, dès que vous avez ce problème, il faut pouvoir tester ce problème pour voir si vraiment ce problème-là fait l'unanimité. Est-ce que ça requiert l'adhésion des gens comme problème fort qu'on peut trouver des solutions, on peut trouver des solutions. Et c'est là on peut utiliser trois autres outils. Ouais. Il y a la réunion communautaire qu'on utilise pour pouvoir parler de tous les problèmes. Et je vous l'ai dit, la réunion communautaire, c'est différents profils qui viennent. Il y a les femmes, il y a les jeunes, il y a les anciens, les religieux, tout le monde. Donc, la religieuse, par exemple, va dire que bon, les jeunes de plus en plus ne respectent pas les gens. Et que, bon, les gens viennent de moins en moins au culte, tout ça. Là. Bon, chacun vient avec ses problèmes. C'est ce que j'ai dit. Donc, lors de la réunion Vous pouvez communautaire, informer les gens pour le concours de l'ENA. si vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît. Donc c'est un peu ça. Chacun vient avec ses problèmes. Et sur ça, à partir de ces problèmes-là, on essaie de faire une priorisation. On essaie de pouvoir dire quel est le problème le plus urgent, le plus grave, le plus urgent. Et comme je l'ai dit, un problème peut être grave et ne pas être urgent. Je l'ai dit, le problème du chômage des jeunes, par exemple, c'est très grave parce que c'est une bombe à retardement. Alors, si ces jeunes n'ont pas l'argent, ils n'ont pas de travail. Tous ceux qui sont dans le quartier, là, n'ont pas de paix. On va voler leur moto, on va voler les choses, on va voler. Donc, c'est un problème qui est grave. Mais si on le compare avec le problème d'accès à l'eau, avec le problème d'insalubrité, est-ce que c'est urgent? Non. Donc, c'est de là rentre la matrice de priorisation des problèmes. Et si vous ne faites pas ça, vous passez par la réunion communautaire. C'est la réunion communautaire qui vous permet de pouvoir aller au focus group. Parce que lorsque vous aurez identifié le problème central qui réunit, qui fédère tout le monde, ça vous permet maintenant d'identifier ceux qui sont vraiment touchés par ce mal-là. Et c'est avec ceux-là que vous allez faire le focus group. Et le plus souvent, si on prend les problèmes d'eau liés à l'eau, c'est des femmes. Ouais, donc, vous pouvez décider d'aller faire un focus group avec l'association des femmes, par exemple, pour mieux comprendre ce qu'elles vivent, identifier leurs problèmes, leurs aspirations, essayer de voir la conception des solutions qu'on peut leur apporter. S'il vous plaît, fermez vos micros, s'il vous plaît. Donc, c'est un peu ça. Donc, il ne s'agit pas de combiner les 5 méthodes. Non, il s'agit de voir à travers ce que j'ai mis là, quand l'utiliser, de voir le meilleur moment où on doit utiliser, comment dit-on, une méthode où on peut la combiner. Je viens de parler de la revue communautaire, je peux dire la même chose sur l'enquête. L'enquête, et j'aborde déjà le problème de M. Godot, l'enquête vous permet d'avoir des chiffres, mais ça demande de l'argent. Maintenant, si vous avez déjà des études qui ont déjà travaillé dans cette zone-là, qui ont abordé le même sujet, et il y a des données chiffrées, vous pouvez les utiliser tout simplement. Je donne un simple exemple. C'est que vous avez il y a une étude réalisée par une ONG, réalisée par le gouvernement, qui pointe déjà le problème d'eau dans la région sur laquelle vous pouvez vouloir mettre le projet. C'est un bénéfice. Vous prenez ça,
Maintenant, il y a un problème que les gens oublient souvent. C'est parce que c'est un problème que l'État a doigté, que les ONG ont doigté, que ça peut être un problème qui va intéresser la communauté. Donc, on revient toujours à l'identification du problème à travers les réunions communautaires. Parce que nous ne parlons pas de projet classique. Et c'est un projet gouvernemental, bien la mairie, qui fait son truc et qui vient amener ça sur la population. Projet classique, ce n'est pas un problème. Mais nous parlons d'un projet communautaire. Ça veut dire quoi? Le projet communautaire est fait avec les populations, est conçu avec les populations, exécuté avec les populations, pour la communauté. Donc, même si vous avez les documents, les études montrent que, bon, il y a un problème d'eau dans cette région du pays, mais dans le département, dans la commune. Mais, tiens donc, ça peut ne pas être la procuration première, bien que les populations souffrent d'eau potable, comme ça. Ça peut ne pas être la première préoccupation, mais problématique des populations lorsque vous êtes discuté avec elles. On est d'accord que, elle se dit, bon, oui, bon, je voulais parler ma langue vernaculaire. Elle me dit que oui, nous sommes en train de souffrir pour l'eau, mais franchement, le problème d'ordure là, le problème d'ordure là, le problème d'ordure, nous pensons que le problème d'ordure est ce qui est le prépondérant pour nous. L'eau là, on sait qu'on est déjà habitué. Depuis que nos ancêtres sont là, nous sommes toujours en train de faire soit tout. Mais ordure là, franchement, on n'arrive plus à respirer. On n'arrive plus à faire ça. Mais, maintenant, si la population te dit ça, je ne dis pas que la population a toujours raison, mais nous sommes en train de raisonner dans un postulat de projet communautaire, je le répète à la fois. Ça ne veut pas dire que si tu leur trouves de l'eau, tu ne suis pas ce que la population dit, tu leur trouves de l'eau à proximité, elles ne vont pas rechier cela. Mais nous parlons de ce qui va pouvoir les fédérer et pouvoir faire que ce que vous allez mettre en place va perdurer dans le temps et avoir l'effet escompté que vous attendiez lors de la conception du projet. Voilà. Priorisation des problèmes, urgence égale importance du problème. Oui, urgence égale importance du problème. Oui, importance du problème, on peut le dire comme ça. Mais quand je parle de l'urgence, c'est que, vous voyez, quand vous prenez de l'eau, les choses de vie, avec l'eau, ça entraîne beaucoup de choses. Les maladies, les conflits, surtout dans une région où on parle d'agriculture, on parle d'animaux, d'élevage. Vous savez que l'un des premiers conflits, c'est les points d'eau. Ouais, donc, chez moi au Bénin, depuis 2 ans, ça a cessé, mais lorsqu'il y a sécheresse, vraiment au nord du Bénin, chez nous, il y a toujours des morts, hein, parce que l'eau devient rare et les éleveurs, eux, ils ont besoin de l'eau pour leur bétail. Et quand le bétail veut prendre l'eau, ils passent dans les champs, ils mangent tout ce qu'ils trouvent. Ça fait des conflits et c'est les couteaux qui sont sortis, les gens se tuent. Bon, bref, ouais. Donc, si vous avez ce problème-là, comparé au chemin des jeunes ou à nos problèmes, vous voyez que ça, c'est grave parce qu'il y a mort d'homme. Et c'est urgent parce que si on ne fait pas ça, le nombre de morts va augmenter, le conflit va se généraliser et ça, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Donc voilà un peu ce que je peux donner comme réponse par rapport au retour. Il y a M. Seydou Ndia qui a levé la main. On vous écoute. Allô, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Merci, Oui. monsieur le formateur. Alors, moi, je voulais juste revenir sur un aspect qui me semble un peu, en tout cas, nécessaire à clarifier. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous parlons de projets communautaires, différents des projets classiques. Mais j'ai comme l'impression que dans la partie où vous avez traité les outils, bon, je veux comprendre, quand vous dites, en tout cas, les limites de l'observation, vous les avez considérées comme si c'était en fait un consultant qui vient là-bas, un étranger à la commune qui vient, qui observe. Mais est-ce que, je pose la question maintenant, est-ce que dans le cadre de l'élaboration d'un projet communautaire, il appartient à la communauté de choisir parmi les outils pour analyser le problème? Si jamais la communauté choisit l'observation comme outil, c'est la communauté qui observe.
Ce n'est pas un étranger qui vient observer. Et si c'est le cas, je pense il est important de nuancer les limites. L'observation dans la dynamique communautaire, est-ce que l'observation n'est pas l'outil le plus puissant qui crée un peu le consensus et qui fait de la co-création et de la co-analyse? Au lieu de, on a tendance souvent à penser à un consultant qui est derrière, qui vient, qui observe. Mais si on élabore un projet communautaire, c'est la communauté elle-même qui observe. Et auquel cas, il n'est pas étranger. Il pourra en même temps discuter des causes, comprendre le problème, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que c'est la communauté elle-même qui vit le problème, qui observe le problème. Je voulais vraiment être édifié à ce niveau-là. Ok, d'accord. Je suis d'accord avec vous, mais il ne faut pas faire un amalgame aussi. En fait, quand on parle de l'observation, la communauté peut observer, mais la communauté ne peut pas faire euh, un reporting. En fait, il faut toujours quelqu'un qui puisse faire l'observation. Oui, c'est tout le monde qui peut observer. On peut dire que la communauté identifie. Mais comme je vous l'ai dit, la communauté, le projet communautaire est un projet qui est conçu avec la communauté ou pas la communauté. Donc, avec, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient, qui aide la communauté à pouvoir identifier les problèmes de la communauté et lui soumet ces problèmes-là pour validation. Et avec ces validations, on arrive à pouvoir concevoir un projet où c'est la communauté elle-même qui fait l'observation. Donc, moi, je ne suis pas, comment dit-on, je ne vais pas prendre un seul pan pour dire qu'on n'a pas besoin de consultants. Non. Parce que la définition est claire, c'est que si la communauté n'arrive pas à faire l'observation, c'est qu'il faut trouver quelqu'un pour faire l'observation. Si la communauté n'arrive pas à faire les réunions communautaires, n'a pas les outils pour pouvoir faire les réunions communautaires, rassembler les gens, utiliser les outils, les méthodes pour pouvoir le faire, il faut bien que quelqu'un, qu'il soit externe, bien même de la communauté, puisse pouvoir le faire. Donc, ce n'est pas excluant, en fait. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe dans tous les cas. Je ne dis pas qu'on a forcément besoin d'un consultant externe. Je dis juste que il ne faut pas exclure le fait qu'il y ait une personne qui ne soit pas dans la communauté, qui maîtrise ces méthodes-là et qui peut pouvoir aider la communauté à pouvoir toucher les mots qu'elle dit, mettre le nom sur les mots qu'elle dit. C'est ce qu'on dit, non? Donc, sur la partie observation, par exemple, je suis d'accord avec vous. Les limites ne peuvent pas avoir toujours de comprendre les causes, peut-être il ne suffira pas la perception de l'observateur. Oui, quand je dis l'observateur, Monsieur Nia, vous avez raison, ça peut être les gens de la communauté elle-même. Ça peut être aussi quelqu'un qu'on a diligenté, la mairie peut-être, mais quelqu'un de la communauté, qui euh, a ses outils, maîtrise ses outils. Par exemple, comme moi, je suis dans mon quartier, par exemple, et je vois ces gens d'insalubrité, je vois les trucs. J'observe, je suis de la communauté, j'observe. Mais tous les gens de la communauté n'ont pas les outils d'observation. Ils ne savent pas ce qu'on appelle observation, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, il faut quelqu'un qui puisse soit les former la communauté à l'observation, former la communauté peut-être à pouvoir faire des revenus communautaires. Ouais, que tout ça, ça prend du temps. Alors que si vous êtes spécialiste et que vous maîtrisez ces outils, vous pouvez le faire et le soumettre. Et moi, ce que je vois comme outil le plus puissant, c'est la réunion communautaire. Ouais, la réunion communautaire, s'il vous plaît, coupez vos micros, s'il vous plaît. Je vais voir. Lui, c'est le qui est saboteur. Non. À quoi ça va même au fait? S'il vous plaît, coupez votre micro et finissez. OK. Donc, ce que je disais, c'était juste que l'outil le plus puissant pour moi, je pense toujours, c'est la réunion communautaire qui peut être suivie du focus group. Mais ça ne s'arrête pas comme ça parce que si vous le faites, c'est bon, comme je l'ai dit avec M. Goudot. Mais réunion communautaire, oui. Focus group, oui. Mais pour pouvoir couvrir les barrières de fond, il faut des chiffres. Ouais. Donc, on revient toujours à la problématique.
des ressources. Est-ce que la communauté a les ressources pour pouvoir financer une enquête? Je ne sais pas. Donc, si vous avez des enquêtes parallèles, vous avez des études parallèles qui touchent du doigt le problème identifié et priorisé par la communauté, vous utilisez ces données-là pour pouvoir construire votre diagnostic et ajouter comment dit-on, les revenus communautaires, les PV des revenus communautaires, l'analyse des séances de focus group que vous avez et vous justifiez tout cela avec, ça va passer. Ouais. Donc, il n'est pas toujours dit que le diagnostic qu'on doit faire, un diagnostic chiffré avec des chiffres, c'est le plus important. C'est ce que les gens aiment à avoir, surtout quand on est avec les partenaires techniques financiers. Mais de plus en plus, les gens mettent l'accent sur, accordent de l'importance à tout ce qui est, comment dit-on, conciliabule, qui vient du tréfonds, même des communautés, ils prennent cela en compte. Donc, on ne peut pas. C'est comme je l'ai dit, c'est qu'il ne faut pas, il n'est pas dit, on peut combiner les cinq, mais à chaque type de problème auquel nous faisons face, nous devons utiliser l'outil mais la méthode la plus adaptée. Et ça s'apprend lorsque on a du vécu, on a de l'expérience, on sait quel est l'outil utiliser ici. Voilà. Donc, je ne sais pas si M. le DIA est satisfait par rapport à la réponse que j'ai donnée. Voilà. Oui, monsieur Jaurès. Oui, monsieur Jaurès. Oui, monsieur Jaurès a levé la main. Ah, il n'a pas levé la main. Ah, bon, si monsieur Jaurès voulait poser une question, il n'a qu'à poser une question. Si c'est une erreur, bon, je pense on va évoluer. Donc, demain, ce soir, vous aurez le... Bon, je ne sais pas si vous aurez le temps de pouvoir questionner les gens, mais c'est un exercice. L'exercice que euh, l'exercice que j'avais partagé avec vous, vous voyez, c'est un problème, identifier un problème, ses causes et ses conséquences. Nous allons prendre deux personnes demain qui vont partager avec nous euh, ce qu'elles auront proposé. On va opiner sur ça. Avant d'aborder le troisième et dernier module, qui parle de conception et mobilisation autour d'un projet communautaire. Donc, comment transformer le problème en objectif et voir concrètement comment on le fait. Bon, je pense que, excusez-moi, euh, celui qui a parlé de app des problèmes, app des solutions, on va un peu aborder ça ici. Le troisième, mais on n'ira pas en fond. J'aime pas faire les choses à moitié, mais nous avons aussi le module sur la mobilisation des ressources. Ouais, qu'est-ce qu'on peut entendre par ressources? La mobilisation des partenaires, comment est-ce que nous pouvons mobiliser les partenaires, les sources de financement qu'on peut avoir, et voilà. Donc, OK. Je vous remercie pour votre aimable attention. S'il y a s'il n'y a pas d'autres préoccupations, je vais voir sur le chat s'il y a des gens qui ont posé des questions. Vraiment, oh, d'accord. OK. Merci beaucoup pour votre aimable attention, pour euh, vos contributions. J'aime vraiment parce que les gens aussi contribuent parce que je sais qu'il y a des gens qui connaissent très bien la gestion de projet, qui veulent juste se mettre à un niveau. Il y a aussi le fait que, même si nous connaissons la gestion de projet, il y a le vécu. Le vécu ne remplace jamais les écrits, hein. Donc, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qu'on enseigne à l'école. Quand vous venez sur le terrain, vous devez vous adapter, hein. Et c'est ces expériences-là qu'il faut partager avec ceux qui n'ont pas encore ce niveau d'expérience.
échanger avec eux pour ça, pour leur dire que oui, c'est ça. Normalement, théoriquement, c'est ça. Sur le terrain, et il y a ça, il y a ça. Et il faut savoir s'adapter. Pas tordre des cours à la théorie, mais pour moi, utiliser les théories pour pouvoir s'adapter au terrain. C'est vraiment ça, ce qu'on appelle l'intelligence. OK. Merci. Prenez soin de vous. J'espère euh, pour toutes les questions liées comment dire, au cours, c'est-à-dire au cours et aux vidéos, je pense que c'est le directeur qui va s'occuper. C'est lui qui gère le forum. Tu vois des questions par rapport à ça, je ne pourrais pas répondre à ça. C'est le directeur qui va s'occuper de ça. Il pourra, euh, Monsieur Jaurès, oui. Bonsoir, monsieur. Pour un projet communautaire, on peut prendre, pour un projet communautaire, peut-on prendre un exemple de besoin de dispensaire? Ah, oui, monsieur Jaurès, prenez ça et travaillez sur ça. On pourra en discuter. Pour, Allô, pour, allô, euh, allô? oui, oui, monsieur Jaurès. Oui, j'avais un souci avec l'écouteur. Et je vous ai appelé plusieurs fois. Je vous ai dit deux. Oui, oui, j'avais un souci avec l'écouteur. Je Ok, cherche d'accord. à voir un peu. Bon, D'accord. merci beaucoup pour la formation. Bon, par rapport au projet communautaire, là, Oui. vu les différents problèmes que vous avez soulignés et puis les observations, les risques, les analyses et autres par rapport à ce qu'on veut faire. Moi, je vais prendre un exemple, par exemple. Le cas, par exemple, d'une communauté qui désire avoir un dispensaire. Mhm, Et, par exemple, l'État fait de telle sorte que, ou bien les différentes ONG font de telle sorte qu'ils aient un dispensaire. mhm. Mais malheureusement, ces dispensaires-là ne sont pas approvisionnés par le gouvernement ou bien on a du mal à se traiter. C'est-à-dire, le malade est malade, il y a des besoins nécessaires où on peut peut-être réagir rapidement, mais on déplace le malade pour l'envoyer dans un autre ville. Oui, Donc, ce que je veux dire, même si on doit mettre ce genre de projet aux besoins de la population, oui. il faudrait aussi penser à bien équiper les projets qu'on met en place. Parce que Non, la oui, question là oui, revenait un peu à ce que M. Ndiaye, M. Ndiaye avait souligné un problème tout à l'heure. oui. Moi, j'ai bien suivi et je voulais attirer un peu son attention. C'est-à-dire la population peut-être a un besoin, par exemple, d'un dispensaire. Mais Oui. la population n'est pas elle-même censée avoir les qualifications pour l'analyse ou bien les besoins ou bien le traitement de son personnel. Ok, je vois. Ça revient un peu à ce que M. Ndiaye avait dit. Ok, je vois. Je vois, oui, en Ça, si fait, si vous me oui, comprenez, oui. hein. Oui, oui, je vous Voilà, comprends. c'est-à-dire qu'il avait demandé si ça revenait au peuple, à la communauté de faire ses analyses et autres, et pour suivre des faits. Mais est-ce que la communauté elle-même, elle a des qualifications pour pouvoir agir euh, dans ce contexte-là? Oui, C'est-à-dire, oui. elle soumet son problème, elle observe. Mais on cherche des gens qui ont l'habilitation de la formation pour pouvoir réagir. C'est Et ça. maintenant, quand il y a peut-être des problèmes de soins et autres, pour le mal, on constate qu'il y a beaucoup de morts, ou bien beaucoup de personnes qui sont malades, qu'on déplace. La population a oublié peut-être de poser ce qu'on appelle des plaintes et autres, Oui. pour que ceux qui viennent faire les analyses, bien les inspecteurs, eux aussi fassent la remontée des informations. Moi, je vais attirer un peu l'attention de M. Ndiaye parce que sa question était bienvenue pour moi. Ok. C'est bon, je pense qu'il avait déjà compris. Je pense que ce que vous dites est très important. C'est pour ça qu'il est très important dans la conception des projets communautaires de mettre beaucoup de carrefours, de mettre beaucoup de carrefours, de pouvoir visualiser toutes les situations possibles qui peuvent survenir. Et si on ne le fait pas, on se retrouve face à un projet qui va naître, mais qui ne pourra pas perdurer, qui ne pourra pas perdurer. Peut-être que vous avez donné des exemples. Maintenant, Oui, je vais demander par là, parce que hier, j'ai tenté de me connecter, malheureusement, on n'était pas beaucoup. Donc, je ne oui. sais pas si c'est aujourd'hui le premier cours Non, ou c'est le second finalement. cours. C'est ce que je disais, c'est Voilà, que hier, je n'ai pas pu les... assister. Avant-hier aussi, je n'ai pas pu assister parce que j'avais un problème de connexion.
Oui, c'est pour ça que je disais pour toutes les problématiques liées au cours, module 1, module 2, qu'on vient de faire, et les vidéos, vous avez un forum dans lequel vous discutez. Moi, je suis juste le formateur, c'est le directeur KP qui peut répondre à toutes ces choses. Donc, il est encore connecté. Monsieur Olivier, je vais finir avec les deux personnes qui ont levé la main et vous pouvez repasser si vous êtes toujours connecté. Comment est-ce que les gens doivent se faire? Je vois la main de monsieur coordonnateur G0298. Il a levé la main. Vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Coordinateur G0298. Merci beaucoup, le formateur. Oui. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, seulement que je voudrais vous demander si l'exercice qui nous est donné maintenant, Oui. je prenais note, en même temps, c'est disparu. Si vous pouvez nous renvoyer ça dans le groupe comme ça, on Ah, saura ok. clair et net. D'accord. Je vais le faire. Je vais le faire. Il n'y a pas de souci. Le directeur va l'envoyer. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Monsieur Olivier, vous êtes connecté? Directeur. Oui, le formateur, je suis là. Bon. Il y a quoi? Il y a une main, coordinateur. Il vient de réagir déjà. Il dit de lui envoyer les 6. Donc, je vais vous l'envoyer. Vous allez pouvoir partager ça dans le groupe pour ceux qui sont intéressés. Ouais, il y a également d'autres qui nous posent la question de savoir est-ce qu'il y aura les participants. Vous êtes là pour répondre, hein, parce que nous allons demander à formateur s'il peut nous dégager encore trois autres jours pour nous former en suivi et évaluation. Ceux qui nous écrivent en privé là. Je ne sais pas s'ils sont là. Et si vous voulez là, réagissez en même temps. Là, on Moi, saura comment faire. je suis partant. Bien. Pourquoi pas? Voilà. Excellent. Voilà. Non, ça c'est pas représentatif de la On va, population. Hein. Vous êtes combien on va. connectés? Vous êtes 75 et il n'y a que 4 personnes qui disent je veux. Bon, donc, ça montre que ce n'est pas, Non, c'est qu'on parle à la pas place grave et ce n'est pas urgent. Bon, en tout cas, c'est ce qu'ils nous écrivent en privé. Donc, on va essayer de voir. Et on avait dit, vous aurez, les enregistrements seront disponibles sur notre page, notre chaîne YouTube. Et Oui, directeur, on ne vous entend plus. Hein? Excusez-moi, j'ai fermé le micro. Je disais que les enregistrements, hier, on avait eu un souci. Donc, d'ici là, vous aurez sur notre chaîne YouTube. Et le cours également, je vous ai déjà envoyé des liens où vous pouvez avoir ça. En ce qui concerne les attestations, il y aura une évaluation. On va envoyer, vous allez répondre directement. Vous verrez également vos notes. Et là, ceux qui veulent là peuvent demander l'attestation. Et à la fin, nous allons organiser également une formation payante et tout sera partagé dans le groupe pour ceux-là qui veulent vraiment serrer la main avec le formateur et qui veulent vraiment faire ami avec lui, continuer dans le domaine de la gestion de projets programmes. Merci beaucoup. Merci, formateur. Donc, si nous allons continuer à écrire avec vous pour demander si vous pouvez trouver également 3 jours en même temps dégager pour leur former en suivi évaluation. Parce que c'est difficile de vous trouver comme ça. Allez, merci beaucoup et très bonne soirée à tous. C'est vraiment difficile hein, et vous utilisez mes week-ends. Ok, on verra bien, il n'y a pas de souci. Nous sommes toujours là pour partager la connaissance avec les frères et sœurs. Il n'y a pas de souci. Prenez soin de vous et bien choses. À demain. Aujourd'hui, mon anniversaire, n'oubliez pas.
Ah, J'ai fait tout d'accord. mon anniversaire. Mais, d'accord. Donc, c'est très bien pour vous. Bon, bonne digestion. Joyeux anniversaire à vous, bon appétit. C'est pas moi. Ton anniversaire, tu ne le fais pas. Merci, merci, merci. Mes J'ai cadeaux dit sont ton disponibles. anniversaire. Attends, Pardon? tu te tromps ou quoi?